Voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue en ce début d'après-midi pour une intervention, la troisième dans le cadre des sujets choisis par Viat Home, donc la revue pour toutes les personnes qui gèrent les personnes âgées en difficulté. Et cette fois, nous avions choisi comme troisième sujet pour aujourd'hui l'intérêt des apports en magnésium chez la personne âgée. Alors, je tiens tout spécialement à remercier le docteur de Rep, qui est cardiologue d'une part, réadaptateur et coordinateur également du centre d'orthonutrition du Choipi. Comme on a pris un tout petit peu de retard, je ne vais pas épiloguer longuement sur le sujet. Je vais tout de suite céder la parole au docteur de Rep, qui, je suis certain, va vous passionner parce que c'est vraiment une personne qui est au top et que nous avons choisi avec beaucoup de bonheur et on est vraiment très heureux qu'il soit ici cet après-midi. Voilà, merci. Merci. Je sais pas si. Bon, je dois relever un défi, c'est vous soutenir l'attention juste au moment de la sieste et en vous parlant d'une histoire et d'un ami, le magnésium. Je dois cadrer un petit peu puisque le sujet est un peu plus précis, c'est le magnésium chez la personne âgée. Alors, je dirais que c'est un ami un peu oublié et en fait, l'histoire du magnésium remonte à déjà très longtemps, mais on s'y intéresse surtout depuis les années 60. Ça veut dire 50 ans, et 50 ans en médecine, c'est très peu. C'est le temps parfois qu'il faut pour qu'une molécule sorte de l'oubli. Mais depuis lors, il y a eu énormément de publications. Il y a même une revue qui s'appelle Magnesium Research, et qui est une revue sérieuse et importante. Alors, pourquoi parler du magnésium? Mais vous voyez ici que le magnésium a un rôle central dans la cellule. Alors, je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait un cours qui me passionnait, c'était la biochimie. La biochimie, c'était voir un peu comment ça fonctionnait le corps humain. Et à cette époque, on parlait beaucoup du magnésium. Et puis les années passent, on apprend les maladies, on apprend les symptômes, et on oublie la cellule. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire avec vous, c'est revenir un petit peu dans la cellule et voir ce qui s'y passe. On pense que le magnésium joue un rôle important dans plus ou moins 300 réactions biochimiques. Donc vous voyez, on ne va pas les revoir tous aujourd'hui. Mais ce qui est important et ce qu'il faut certainement retenir, je vais le répéter souvent, c'est qu'il est cofacteur d'enzymes importantes, notamment dans le métabolisme de l'énergie. Si vous êtes là, si vous vivez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes capable de produire de l'énergie, c'est parce que vous utilisez notamment du magnésium. Il est important aussi dans la synthèse de beaucoup de choses, notamment notre génome et les protéines. C'est un stabilisateur de la membrane cellulaire et on verra pourquoi c'est important. Et il est aussi important dans l'excitation neuromusculaire. Vous voyez ici, on repart dans la biochimie. Et donc, lorsque l'on mange du sucre ou lorsque l'on mange des acides gras, eh bien, on va arriver au niveau de la cellule avec, vous vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ont fait des études de médecine ou paramédicale, le fameux cycle de Krebs qu'on devait connaître par cœur. Mais donc, ça veut dire que le sucre et les acides gras vont arriver au niveau du cycle de Krebs. Et vous voyez qu'à chaque étape, il y a du magnésium. Le magnésium est important, y compris dans le cycle de Krebs, pour, in fine, fabriquer de l'ATP. L'ATP, c'est notre énergie, c'est notre pétrole, et il faut donc chaque fois du magnésium, d'où déjà, rien que pour ça, le magnésium est important. Alors, le magnésium est important pour différentes choses que vous connaissez dans la vie de tous les jours. C'est l'adaptation au stress. Le stress, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup. Il est essentiel à la formation de l'énergie, je viens de vous le montrer. C'est un modulateur du calcium, c'est vraiment un inhibiteur calcique naturel. Vous savez qu'il y a des médicaments qui sont des inhibiteurs calciques. Eh bien, nous en avons un qui est un naturel. C'est un activateur des vitamines B, c'est très important. Et les vitamines B sont des activateurs du magnésium, ça va dans les deux sens, j'y reviendrai. Il est important pour la fluidité du sang, notamment pour la fabrication des thrombines. C'est quand même très important aussi. Et, puisqu'on parle des personnes âgées, il est aussi indispensable pour la formation de l'os. C'est un sujet extrêmement pointu pour les gens qui s'occupent des personnes âgées. Alors, où le trouve-t-on normalement? Ce n'est pas une liste exhaustive, mais il ne faut pas oublier l'eau. Certaines eaux sont riches en magnésium et c'est une très bonne façon de l'absorber. Donc, il
faut pas l'oublier. Et donc, dans les aliments complets, comme les céréales et le riz complet, vous allez tout de suite comprendre que ça va poser un problème. Les légumes verts, les légumineuses, donc dans une époque où on prône de manger beaucoup de légumes, ben, c'est aussi pour notamment avoir du magnésium, du soja et notamment un poisson gras. Vous savez que c'est aussi très important pour d'autres choses comme les oméga 3, mais on y trouve également du magnésium ainsi que dans les crustacés et les fruits de mer. Alors les besoins en magnésium, ben, c'est variable. D'abord, si on est un homme ou si on est une femme, ça dépend surtout du poids en fait. L'homme, c'est 350 à 400 mg par jour, la femme 280 à 300 mg par jour. Mais certains auteurs disent qu'il faut plus que ça, 6 mg par kilo de poids. Donc faites le calcul. Et en fait, il y a un paradoxe parce que l'alimentation équilibrée apporte environ, si elle est équilibrée, 130 mg de magnésium par 1000 calories. Vous aurez tout de suite compris que ça, c'est un fameux défi, puisque soit vous êtes une personne normopondérale et donc vous ne mangez pas plus de, si vous êtes une femme, 2000 calories, si vous êtes un homme, 2500 calories. Je parle des gens plus ou moins sédentaires. Et si vous mangez trop, vous devenez obèse, mais en général, vous vous nourrissez de choses qui ne sont pas riches en magnésium. Et donc, pour les personnes qui sont institutionnalisées, ça, c'est un véritable défi. On va en reparler. Le magnésium est absorbé au niveau de l'intestin grêle, c'est quand même important de le savoir parce qu'il faut savoir que bon, il y a on peut avoir des problèmes au niveau de l'intestin grêle et il n'y a pas de compétition avec le calcium. Le calcium, c'est un petit peu, je dirais, quand on parle du magnésium, il faut parler du calcium et quand on parle du calcium, il faut parler du magnésium. Et donc, beaucoup de personnes se disent, tiens, on peut pas donner, enfin, pensent qu'on ne peut pas donner du calcium en même temps que le magnésium, c'est faux. La moitié du magnésium se trouve dans les cellules et l'autre moitié se trouve dans l'os, dont un tiers est mobilisable. Et il n'y a que 1% du magnésium dans le sang. Le magnésium est éliminé par les reins très facilement. Et donc, des situations comme les catécholamines, l'acidose vont augmenter l'excrétion urinaire de magnésium. Ça va, ça va. Les apports recommandés sont insuffisants, c'est connu déjà depuis une dizaine d'années. Le professeur Herberg en France est très connu, qui est le promoteur du PNNS français, le Plan National Nutrition Santé, a montré que chez les femmes, eh bien, 80% des femmes ne consomment pas assez de magnésium et que la situation s'aggrave avec le temps. Et chez les hommes, 60% ne consomment pas assez de magnésium et ça s'aggrave également avec le temps. Donc là, il y a un premier problème. Donc, nous sommes confrontés souvent à des déficiences. J'emploie le mot déficience exprès parce que pour moi, il y a une différence entre une carence et une déficience. Bon, on y reviendra. Ben, vous avez tout de suite compris que forcément, si vous avez des apports alimentaires insuffisants, mais outre les apports insuffisants, il y a aussi le mode de cuisson. Si vous consommez des aliments raffinés, ben, vous allez vous priver de magnésium. Et si vous cuisez tous vos légumes, vous les faites bouillir énormément, vous allez perdre beaucoup de magnésium également. Mais on peut avoir une dérégulation du métabolisme, notamment une diminution de l'absorption intestinale, et ça concerne les personnes âgées. Idem que l'hypercorticisme, c'est-à-dire avoir un taux de cortisol trop élevé dans le sang, et une résistance à l'insuline, ce qui est caractéristique des patients qui ont un diabète, et vous savez que vous êtes souvent confronté aux personnes ayant un diabète. On peut avoir des déficits secondaires, c'est-à-dire que le magnésium s'enfuit dans les urines, chez les diabétiques, encore une fois, chez les personnes qui consomment trop d'alcool, et évidemment, encore une fois, quelque chose de très fréquent, les gens qui prennent des diurétiques, j'y reviendrai. Les populations qui sont particulièrement sensibles au déficit en magnésium, mais c'est justement les personnes âgées, je vais y revenir, les femmes enceintes, mais c'est hors sujet aujourd'hui, les sportifs hors sujet, les alcooliques, ben, disons qu'il faut voir si on a des personnes âgées qui boivent trop, c'est possible, et les diabétiques, forcément, vous êtes confrontés à cette problématique. La première fois qu'on a décrit le syndrome de déficience en magnésium, c'était en 1956, un certain monsieur Flink, et qui a décrit un tableau que vous voyez ici, avec, mais qui est peu spécifique, mais enfin bon, quand vous avez quelqu'un qui a des crampes musculaires, qui a des palpitations, qui est anxieux, qui présente une hypertension labile, un malaise ou des malaises aspécifiques, voire des ballonnements intestinaux et voire même une rhinite vasomotrice, eh bien vous êtes peut-être en face et probablement en face de quelqu'un qui manque de magnésium. Alors,
un des grands chapitres, parce que moi personnellement j'y suis confronté tous les jours, c'est le problème de l'adaptation au stress. Le stress, vous savez, peut être de différentes causes, hein. Vous avez des stress physiques, les gens qui ont mal, des douleurs. Bon, je cite ici accident, chirurgie et infarctus, c'est quand même très fréquent dans la population âgée. Le stress psychologique, la peur, l'anxiété, la colère, ce sont des choses que les personnes âgées connaissent également. Et le stress peut être environnemental, le bruit, il peut y avoir des travaux autour d'eux, la cigarette et la pollution. Et donc, tout ça va amener le corps, d'une manière naturelle, à réagir en sécrétant des catécholamines et du cortisol. Et en fait, il fait bien de faire ça parce que c'est une réaction on-off. C'est pour se préparer à fabriquer de l'énergie, à préparer ses muscles et son cœur à fuir ou à combattre. Puisque notre organisme, ben, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais il réagit toujours comme il y a 6 millions d'années quand l'homme est apparu, enfin quand l'homme est devenu homme, disons, hein. Donc, si on est toujours dans une situation de stress, on va consommer du magnésium parce que pour tout ce que je viens de dire, il faut du magnésium. Ça peut conduire à un déficit en magnésium et inversement, si vous n'avez pas assez de magnésium, ben, vous n'allez pas vous adapter au stress. Voilà ici une boucle qui montre un petit peu ce qui se passe. En fait, en cas de stress, si on part du stress, eh bien, vous allez sécréter des catécholamines. Mais le magnésium empêche la sécrétion de catécholamines à la fois au niveau des surrénales et au niveau cérébral. Donc, si on a du magnésium, eh bien, en cas de stress, on va sécréter des catécholamines, mais un peu moins. Les catécholamines font rentrer le calcium dans la cellule, par exemple la cellule musculaire. C'est pour ça que les gens qui manquent de magnésium, par exemple, pour un petit bruit, un coup de klaxon, vont sursauter, ils vont avoir une contraction musculaire qui est intense et inappropriée. Une fois que le calcium rentre dans la cellule, il chasse le magnésium de la cellule. Alors le taux de magnésium monte dans le plasma et est éliminé par les reins. Donc, du coup, on va favoriser un manque, enfin une déficience en magnésium et la boucle est bouclée. Donc, ça veut dire que vous avez un cercle vicieux. Le stress va induire une perte de magnésium et le magnésium va favoriser l'action du stress. Le manque de magnésium, pardon. Conséquence d'un déficit en magnésium lié au stress, ben, vous avez un ensemble de symptômes que vous connaissez tous, auxquels vous êtes confrontés dans votre environnement et qui sont peut-être non spécifiques, mais il faut chaque fois penser à un manque de magnésium. Pourquoi colopathie spastique? Ben, parce qu'il y a des muscles au niveau du côlon. Et voilà, au niveau de la vessie aussi, une cystite à urine claire, c'est une fois que vous n'avez pas de bactériaux positifs, il faut quand même penser éventuellement, et surtout si elle est répétitive, et généralement, chronologiquement, on se rend compte que c'est après un événement stressogène. On peut avoir les extrémités froides, ce n'est pas la seule cause, bien sûr. On peut avoir des pseudo-vertiges, des acouphènes et une surdité brusque aussi, des migraines. Je n'ai pas dit que la migraine était à cause d'un manque de magnésium, mais ça peut être un élément favorisant, voire des accidents ischémiques transitoires, des crampes, des douleurs musculaires, des palpitations, de l'anxiété, de l'hypertension, une sensation d'épuisement, mais vous comprenez pourquoi, puisque si vous épuisez votre stock de magnésium, vous n'êtes plus capable de fabriquer de l'énergie, et j'ai mis etc. parce que la liste n'est pas exhaustive. Le stress chronique peut conduire à la dépression parce qu'au niveau du cerveau, nous avons nos antidépresseurs naturels, la sérotonine et le GABA. Ce sont des neurotransmetteurs importants qui contrôlent l'anxiété et dont la synthèse dépend notamment du magnésium. Ce qui veut dire que si vous avez un stress chronique, donc un manque de magnésium que vous ne compensez pas, vous aurez une diminution non seulement de la sérotonine et du GABA, mais aussi une accumulation du précurseur du GABA, qui est l'acide glutamique, qui est un acide aminé excitateur. Donc vous aurez des gens qui vont être agités et qui vont finir par se déprimer. De plus, le stress chronique entraîne une sécrétion de cortisol. Et qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, on met toutes les chances de contre-soi. C'est-à-dire que le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, va être utilisé à cause du cortisol dans le foie. Et il n'y aura plus de tryptophane pour monter vers le cerveau. Donc vraiment, pas de chance. Accumulation de stress conduit à la dépression. Mais vous le savez, hein, vous le constatez. Mais parfois, on n'a pas l'explication. Alors évidemment, en tant que cardiologue, je voudrais parler un peu plus des maladies cardiovasculaires. C'est assez extraordinaire qu'on parle
peu de cardiologues parlent du magnésium dans les maladies cardiovasculaires et nous allons revoir ensemble de tout ce qui peut se présenter, que ce soit le syndrome de déficience en magnésium dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, l'infarctus du myocarde et les cardiopathies ischémiques, l'oxydation du cholestérol, l'hypertension, la fibrillation auriculaire, l'AVC, et la liste n'est pas exhaustive. Le syndrome de déficience en magnésium, c'est un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Moi, je suis confronté quasi tous les jours à des gens qui viennent me voir en disant, voilà, docteur, j'ai des palpitations ou bien j'ai des précordialgies, des douleurs atypiques. Et il est évident qu'on fait un bilan complet. Et heureusement pour la plupart de ces gens, ce bilan ne conduit à rien. Alors il y a deux façons de dire, ben voilà, vous n'avez rien, au revoir, merci, mais docteur, j'ai mes palpitations, j'ai mes douleurs, mais en fait, c'est à cause du magnésium. Donc ce sont des gens qui ont des palpitations, qui ont des précordialgies atypiques, qui ont souvent des crombes musculaires, des spasmes vasculaires périphériques, voire même parfois des lipothymies. Bon, évidemment, c'est un diagnostic, il faut y penser, mais ce n'est pas facile de faire le diagnostic précis parce qu'il n'y a pas d'examen de laboratoire pour ça. Alors, l'infarctus du myocarde, une étude qui s'appelle la National Health and Nutrition Examination Survey a suivi pendant 19 ans 12 000 personnes en bonne santé et ils ont constaté que la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale étaient diminuées chez les gens qui avaient un taux de magnésium plus élevé dans le sang. C'est quand même pas banal. D'autre part, lorsqu'on mesure le taux de magnésium dans le sang chez les personnes qui ont un infarctus myocardique aigu, eh bien, il est souvent abaissé, mais on comprend pourquoi. Ils ont mal, ils sont anxieux, et donc ils vont consommer énormément de magnésium. Le magnésium, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué, mais le magnésium inhibe la thromboxane A2. La thromboxane A2, c'est un acide gras qui se trouve dans les membranes cellulaires, qui va être libéré et qui va favoriser l'activation plaquettaire, c'est-à-dire le thrombus. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de magnésium, vous allez favoriser la fabrication de thromboxane A2 et donc le thrombus. Donc, c'est bien ce qui se passe à la phase aiguë de l'infarctus. Et à contrario, le magnésium stimule la synthèse des bonnes prostaglandines. Et donc, si vous n'en avez pas, eh bien, vous n'allez pas stimuler les bonnes prostaglandines. En plus de ça, le magnésium stimule la libération de NO, qui est un vasodilatateur coronaire. Et donc, si vous avez plus de réserve en NO parce que vous n'avez plus de magnésium, eh bien, les artères coronaires, c'est quelque chose de vivant. Hein, ce n'est pas un tuyau rigide. Ce sont des tuyaux qui vont se dilater. Et s'ils n'ont pas de NO, s'ils n'ont pas de magnésium, ils ne seront plus capables de se dilater. Et certaines études, mais pas toutes, ont montré qu'une perfusion de magnésium à la phase aiguë de l'infarctus diminuait la mortalité. Il faut surtout le donner précocement. La peroxydation du LDL-cholestérol, c'est un sujet, je dirais, polémique, mais enfin bon, on trouve dans la littérature le fait que le magnésium protège l'oxydation des LDL. Et l'oxydation des LDL, c'est le point de départ de l'athérosclérose. L'hypertension, je l'ai dit en introduction, le magnésium a une action anticalcique. Le magnésium inhibe aussi la sécrétion de rénine. Vous savez que chez les hypertendus, on a une activité rénine élevée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc le magnésium joue à ce niveau-là. Et on a montré que dans certaines études, une supplémentation orale de magnésium pendant 3 à 6 mois, il faut surtout le donner longtemps, a une action sur la tension artérielle, modeste mais significative chez les patients qui ont une hypertension modérée. Je ne suis pas occupé de vous dire que le traitement de l'hypertension, c'est le magnésium, mais ça aide. La fibrillation auriculaire, voilà quelque chose auquel vous êtes confronté fréquemment aussi, puisque vous savez que plus on vieillit, plus on risque d'avoir de la fibrillation auriculaire. Une étude, Framingham Heart Study, c'est une étude d'observation. Bien sûr, ce n'est pas une preuve, mais enfin, encore une fois, ils ont suivi 3530 patients pendant 20 ans. Et qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On constate qu'il y a une augmentation de 50% de risque de fibrillation entre les gens qui ont le plus bas quartile en magnésium par rapport au plus haut. Donc, c'est quand même une belle observation. Bien sûr, il faudrait encore d'autres études pour le prouver, mais voilà quelque chose d'intéressant. L'AVC également, quelque chose auquel on est quand même malheureusement souvent confronté. Là, encore une fois, une étude d'observation, Health Profession, qui a suivi 43 000 personnes, excusez du peu, des hommes en bonne santé. Ils ont eu 328 AVC. Eh bien, le risque est augmenté de 38% chez les gens qui consomment peu de potassium.
Bon, je dis ça, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui est connu, hein. On doit préconiser, je dirais, un régime riche en légumes chez les gens qui ont de l'hypertension pour prévenir l'AVC. Mais ce qui était une surprise dans cette observation, c'est qu'on avait la même chose avec le magnésium, toutes choses étant égales. Et là, ils comparent les gens qui ont 450 mg de magnésium versus 240 mg de magnésium, tout compris évidemment. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique, mais que l'on voit de temps en temps. C'est une arythmie ventriculaire extrêmement sévère qu'on appelle la torsade de pointe. Et là, c'est la seule chose pour laquelle il y a un consensus parmi les cardiologues. Ce truc très sévère, très dangereux, ça se soigne avec du magnésium. Pour ça, tout le monde est d'accord. Donc, ça fait des années et ça marche très bien. Mais là, il faut donner du magnésium intraveineux et il faut en donner de grosses doses. Alors, même dans l'insuffisance cardiaque, on constate que chez les gens qui ont toutes choses étant égales dans l'insuffisance cardiaque chronique, si on regarde la concentration en magnésium, si la concentration en magnésium est plus basse, ben vous voyez ici dans la petite cellule verte que la survie n'est que de 45% à un an, alors qu'elle est de 71% si le taux de magnésium est normal. Toutes choses étant égales. Et pourquoi? Ben parce que dans les groupes chez qui il manque de magnésium, on a plus d'extrasystole ventriculaire et plus de tachycardie ventriculaire qui vont amener à une mort subite. Quelque chose de très important aussi, auquel je pense que vous êtes souvent confrontés, c'est les gens qui manquent de potassium parce qu'ils ont des diurétiques. Et parfois, on donne du potassium et surprise, on a beau donner du potassium, on n'arrive pas à remonter le taux de potassium. C'est normal parce que 42% de ces patients ont aussi un manque de magnésium. Et pour changer la problématique, enfin pour inverser la problématique du kalium, du potassium, il faut rajouter du magnésium, puisque vous voyez ici qu'au niveau cellulaire, la pompe sodium-potassium, notamment, hein, ce n'est pas le seul mécanisme, nécessite du magnésium. Donc retenez ça quand même, qu'il faut corriger d'abord le magnésium avant de donner du potassium quand vous avez une hypokaliémie qui résiste. Avec le diabète aussi, nous avons des choses très intéressantes à dire parce que la concentration de magnésium est plus basse chez les diabétiques aussi bien de type 1 que type 2 qui sont mal équilibrés. Pourquoi? Parce qu'il y a une fuite de magnésium dans les urines. Le magnésium joue un rôle sur la résistance à l'insuline. En cas de manque de magnésium, la résistance à l'insuline est augmentée parce que les récepteurs à l'insuline ont besoin de magnésium pour être actifs. On a constaté que si on supplémentait les patients en magnésium, la gestion du diabète, surtout chez les personnes âgées, est plus facile. Ici, vous voyez aussi un petit schéma peut-être un peu compliqué, mais ce que j'ai appelé le cercle vicieux du diabète. Vous voyez que si vous manquez de magnésium, en haut à gauche, vous allez induire une augmentation de la résistance en insuline, ce qui veut dire que ce qui veut dire quoi? C'est que on va avoir une augmentation de l'insuline qui va favoriser la lipogenèse, c'est-à-dire la libération d'acides gras libres dans le torrent circulatoire. Et les acides gras libres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent avec le magnésium et accentuent la problématique de la déficience en magnésium. Donc on a vraiment un cercle vicieux chez le diabétique. Un sujet très intéressant aussi et qui est très problématique, en particulier chez les personnes âgées, c'est le problème de l'ostéoporose. La santé de l'os dépend de nombreux nutriments. En fait, il y en a 9 qui sont reconnus comme importants, mais les plus connus sont le calcium et la vitamine D. Je crois que ça, tout le monde a déjà entendu parler du calcium et de la vitamine D. Je vous rappelle que la moitié du magnésium se trouve dans l'os et qu'un tiers est mobilisable, c'est-à-dire qu'il est capable de bouger si on a un déficit en magnésium. À quoi sert le magnésium? Le magnésium va aider à fixer le calcium. Donc, d'autre part, la perte urinaire en magnésium est aussi augmentée après la ménopause. Donc, si vous donnez du calcium et de la vitamine D, vous allez lutter contre la perte d'os, c'est-à-dire l'ostéomalacie, mais ça ne suffit pas pour fabriquer de l'os.
Pour fabriquer de l'os, il faut aussi de l'exercice physique. Et en fait, normalement, il faut tirer sur les os. Donc, c'est plutôt des exercices en résistance. Mais enfin, déjà, l'exercice physique, c'est déjà pas mal. Mais et vous savez que les personnes âgées, ben, en général, évitent ou fuient l'exercice. Donc, il faut inciter nos personnes plus âgées à bouger. Le magnésium favorise la formation de cristaux de faux classiques, c'est ce que j'ai déjà dit. Et on a constaté que si on donne du magnésium aux personnes âgées, eh bien, on va augmenter donc la densité de l'os. Donc c'est très, très important. D'autre part, là c'est aussi encore de nouveau de la biochimie. Vous savez que la vitamine D la plus active, c'est la dihydroxy 1,25 vitamine D, qu'elle est diminuée chez les personnes âgées. Essentiellement, pourquoi? Ben, parce que les personnes âgées vont moins souvent au soleil, en tout cas découvert, et que la peau des personnes âgées va fabriquer moins facilement de la vitamine D. Vous savez que nous fabriquons la vitamine D essentiellement avec notre peau. Donc, moi, je recommande aux gens, sans se brûler, d'aller s'exposer 20 minutes par jour les avant-bras, mais ça ne suffit pas chez les personnes âgées. Et donc, d'autre part, pour fabriquer cette dihydroxyvitamine D, il faut du magnésium pour l'hydroxylation. Donc, encore une fois, le, le- comment dirais-je, la disponibilité de la vitamine D chez la personne âgée sera compromise. Et on a aussi constaté qu'il existe une corrélation entre ostéoporose et calcification de l'aorte. Vous savez que quand on a une personne plus ou moins âgée, mais on voit ça parfois précocement chez certaines personnes, on constate des dépôts de calcium dans les vaisseaux et au niveau de l'aorte. Et c'est une observation, une relation inverse entre les deux. Et parce que apparemment, tout ce calcium qui est libéré de l'os parce qu'il n'y a plus assez de vitamine D, eh bien, va se déposer dans les tissus mous, et notamment au niveau des vasculaires. Donc, ne jamais prescrire de calcium sans magnésium. C'est un des messages importants, je crois, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas connu, c'est que aujourd'hui, et c'est déjà très bien, on sensibilise beaucoup de gens, les soignants, à enrichir l'alimentation en calcium, voire à donner de la supplémentation pour prévenir les problèmes de fractures chez les personnes âgées. Malheureusement, si on ne donne pas de magnésium, on va faire bien d'un côté, mais on va faire mal de l'autre. Et donc, j'attire votre attention, c'est quand même un des messages importants. Alors, la personne âgée, dont on vient de parler beaucoup, est à risque. Bon, vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a une diminution des apports caloriques, notamment dans les institutions. Dans les homes, je ne connais pas, mais même dans un hôpital, en tout cas dans l'hôpital où je suis, l'apport calorique moyen est de 1800 calories par jour, ce qui est insuffisant pour les malades. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire et je ne suis pas entendu pour le moment. Et donc, et alors, il y a une fausse croyance aussi, c'est de se dire, ben, puisqu'on a une personne âgée qui ne bouge pas, elle doit manger moins de calories. C'est totalement faux, parce que le rendement énergétique est moins bon chez les personnes âgées, ce qui fait que quelque part, il faut donner un peu plus de calories qu'une personne plus jeune et saine. Et donc, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre 1000 calories en plus, parce qu'alors on va avoir des problèmes de surpoids, mais il faut probablement donner une centaine, 200, 300 calories en plus chez les personnes âgées. Et donc, force est de constater que dans les institutions, ce n'est pas le cas. Je viens de le dire, probable diminution de l'absorption de la vitamine, du magnésium au niveau intestinal. On en a déjà parlé, mais il y a souvent un stress permanent chez la personne âgée qui se casse quelque chose, qui est contrarié parce que le petit-fils n'est pas venu dire bonjour, ou parce que la voisine fait trop de bruit. Enfin, bref, ça va montrer une augmentation du cortisol dans le sang, avec toutes les conséquences dont j'ai déjà parlé. Les personnes âgées ont plus souvent du diabète que les autres, ont plus souvent des diurétiques que les autres, et bon, certains fument et boivent comme les personnes moins âgées. Alors, une étude a montré que si on mesure le taux plasmatique du magnésium chez les octogénaires, dans cette étude, c'était donc des gens qui avaient 80 ans, plus ou moins 10 ans, on a deux techniques à notre disposition, soit on mesure le magnésium érythrocytaire, soit le magnésium plasmatique. Comme vous pouvez le lire, 20% des personnes octogénaires avaient un magnésium érythrocytaire abaissé,
pour avoir un magnésium érythrocytaire abaissé, il faut déjà une fameuse carence, puisque je vous ai rappelé que le taux plasmatique ne représente que 1% du pool de magnésium, et donc n'est pas un bon moyen de faire le diagnostic. Et ça, c'est le point faible de ce topo, c'est qu'il n'y a pas de bon moyen de diagnostic d'une déficience. Moi, j'estime que chez les gens chez qui vous avez une diminution plasmatique, vous avez une véritable carence. Là, vous avez parfois des gens, enfin souvent des gens qui ont des signes de déficit en magnésium, mais qui ont encore un taux plasmatique correct. Et encore, je ne sais pas ce que ça veut dire un taux plasmatique correct, parce que quand je regarde les études et quand je regarde les valeurs normales de différents labos, ben, ça ne concorde pas. Donc pour moi, il y a encore un flou à ce niveau-là. Par contre, donc, quel est l'intérêt du dosage euh, plasmatique ou érythrocytaire? Ben, pas grand-chose, mais quand même, d'abord pour dépister ces 10 et 20%, mais aussi parce que c'est quand même intéressant d'avoir une image de référence. Parce que, imaginons que vous avez une personne âgée et vous faites un taux plasmatique, et puis voilà, on décide de lui donner un diurétique. Alors à ce moment-là, vous allez voir, vous pouvez refaire une prise de sang comme on fait pour le potassium, hein, une semaine, 2 semaines, un mois plus tard, et vous allez voir le taux de magnésium qui va éventuellement baisser. Donc c'est important pour voir les variations, je dirais, rapides de magnésium dans le sang. Et d'autre part, c'est quand même aussi important, oui, mais j'y reviendrai après. Alors inversement, si c'est important de donner du magnésium chez les personnes âgées, c'est important de prendre du magnésium avant de devenir âgé. Parce que le magnésium enfin, le manque de magnésium est un accélérateur du vieillissement. Hein. Vous avez compris que si vous avez très peu de magnésium, ben, vous allez avoir des dépôts de calcium dans le cerveau, y compris qui pourraient expliquer, selon certains auteurs, une baisse prématurée des capacités cognitives. Hein. Une presbyacousie, c'est-à-dire un problème de surdité, c'est quand même très fréquent, des spasmes cérébraux. Hein. Vous avez quand même des personnes âgées ou qui font des accidents ischémiques transitoires ou des AVC et chez qui on ne trouve pas la cause. Une fatigue, ça c'est quand même une plainte très fréquente. L'ostéoporose, j'en ai déjà parlé assez, ainsi que l'aggravation de l'insulinorésistance. Donc ça veut dire que si vous manquez de magnésium, ben, tous ces problèmes-là vont arriver plus tôt que chez quelqu'un qui aura fait attention à son magnésium. Toutes choses étant égales, évidemment. Hein. La seule précaution avec le magnésium, il y en a peut-être d'autres, mais j'attire quand même votre attention, c'est simplement, surtout quand nous parlons de personnes âgées, l'insuffisance rénale. Euh, Disons que si, puisque le magnésium est éliminé par le rein, si vous avez quelqu'un qui n'élimine pas bien et qui n'urine pas bien, qui a une insuffisance rénale relativement sévère, il faut diminuer les doses de magnésium. Alors, les amis du magnésium, les amis de mes amis, hein, la taurine. La taurine est un acide aminé qui est synthétisé à partir de la cystéine. Et en fait, il a le même rôle, enfin, à certains endroits, que le magnésium. Il diminue la quantité de catécholamine sécrétée en cas de stress. C'est un stabilisateur de membrane. Il va réduire l'entrée de calcium dans la cellule. Et vous le trouvez aussi dans le poisson, fruits de mer et algues, comme par hasard. Alors, les amis des amis de mes amis, la vitamine B6, vous voyez que tout ça, c'est un peu complexe parce que tout le monde cède en fait. Hein. La taurine est synthétisée, je viens de le dire, à partir de la cystéine, mais il faut de la vitamine B6. La sérotonine, je vous l'ai dit, avait besoin de magnésium, mais il faut aussi de la vitamine B6. Le GABA également. Et vous retrouvez la vitamine B6, entre autres, dans le foie, poisson gras, pommes de terre, riz complet, légumineuses, bananes, noix et champignons. Tout à l'heure, je vous ai montré la synthèse de l'énergie. Ça se complique puisque, en plus du magnésium, j'ai maintenant rajouté d'autres vitamines B. Vous vous souvenez que je vous ai dit au début que le magnésium est un activateur des vitamines B, mais à l'inverse, les vitamines B sont indispensables pour que le magnésium agisse. C'est vraiment quelque chose en cascade. Et donc, vous voyez ici que, en fait, pour fabriquer l'énergie, il faut non seulement du magnésium, mais aussi des vitamines B1 et B2. Alors, comment prescrire du magnésium? Parce qu'après tout ça, si vous n'avez pas envie de prescrire du magnésium, je ne comprends plus rien. Et c'est relativement simple,
Mais il faut éviter des petits pièges parce que, par exemple, en Belgique, le magnésium le plus vendu est probablement le magnésium le moins intéressant, puisque c'est du sulfate de magnésium. Je ne sais pas si on sait bien lire, mais en bas, donc vous voyez on a pris une vingtaine de volontaires, on leur a donné différents sels de magnésium, et on a constaté qu'avec le sulfate de magnésium, eh bien, on avait 96% de diarrhée. Mais vous le savez très bien, parce que vous avez peut-être donné ça à vos enfants, de l'épar, hein, pour déboucher les gens constipés, ça marche pas mal. Le lactate, 32% de diarrhée, le phosphate, 20%, et le glycérophosphate a un taux de diarrhée qui est comparable au placebo. Alors on doit à un pédiatre dont j'ai oublié le nom, euh, il s'est occupé d'un enfant qui manquait de manière congénitale de magnésium, et il a suivi cet enfant pendant des années et des années, donc depuis qu'il est nourrisson, et il fallait qu'il trouve du magnésium, de grosses quantités de magnésium à donner à cet enfant. Depuis qu'il était bébé jusque de la dernière publication où j'ai vu, je crois qu'il avait une dizaine d'années, et il fallait négocier avec l'enfant. Et finalement, le magnésium qui était le plus agréable à manger en grande quantité, c'était aussi le glycérophosphate. Il faut donner une posologie suffisante. On postule quand même que les gens mangent quand même un peu de magnésium. On peut encore espérer que dans cette période d'abondance, de raffinage et de sucre et autres choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé, on mange quand même encore un peu de magnésium, ce qui fait que généralement on va dire, ben voilà, chez une personne normale qui n'est pas spasmophile, parce que les spasmophiles perdent beaucoup plus de magnésium, on va les aider en donnant 200 mg de magnésium élément environ. Il ne faut pas oublier de l'associer à la vitamine B6 et à la taurine pour potentialiser l'action du magnésium. Et il ne faut aussi pas oublier de donner durant une durée suffisante, parce que j'ai certains de mes confrères qui disent le magnésium, ça ne marche pas. Oui, forcément. Si on donne le magnésium à une dose insuffisante et pas suffisamment longtemps, je crois que c'est vrai pour tous les médicaments, bien qu'ici, ce ne soit pas un médicament. En conclusion, le magnésium est ubiquitaire dans l'organisme. Bon, je pense que j'ai suffisamment insisté là-dessus. Il joue un rôle primordial pour produire de l'énergie, pour s'adapter au stress, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, dans la composition de l'os, le vieillissement, et la liste n'est pas terminée. Et ce qui est assez étonnant, c'est que son rôle est encore peu connu, ou en tout cas sous-estimé, bien que les déficiences soient fréquentes. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Oui, donc, madame demande, parce que s'il y a un excès de magnésium, est-ce que ça pose problème? Ben, disons que dans ma pratique, j'ai jamais connu de problème. Mais si vous avez quelqu'un qui a une insuffisance rénale sévère et que vous l'inondez de magnésium de manière vraiment inappropriée, vous pouvez avoir des problèmes. Oui, je ne l'ai jamais vu, mais ça peut donner des bradycardies, ça peut donner une atonie, parce que comme ça agit sur les muscles, une bonne façon de surveiller, c'est de prendre les réflexes. Bon, c'est médical, mais voilà. Si vous avez des réflexes, parce que les gens qui ont trop peu de magnésium, qui ont vraiment une carence, ils ont ce qu'on appelle le signe de Gvostek, vous tapotez là et il va faire ça. Eh bien, vous donnez du magnésium, vous donnez du magnésium, à un moment donné, les tendons peuvent ne plus répondre au petit marteau. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc, dans les précautions, on va dire, attention, chez les gens qui ont une insuffisance rénale sévère, surveiller quand même la fréquence cardiaque, voilà, et le tonus musculaire. Que pensez-vous du dosage par une magnésurie de 24 heures après une dose de charge? Par quoi? Mais plutôt que de doser dans le sang, Oui. doser dans les urines de 24 heures après avoir Ah, donné une dose de charge bien connue. oui, oui, oui. Mais moi, j'avoue que je maîtrise moins bien le magnésium urinaire pour deux raisons. Parce que ça peut dire une chose et son contraire. En fait, si vous avez trop de magnésium dans les urines, ça peut dire deux choses. Ça veut dire que la personne perd du magnésium parce que voilà, il y a pour une raison ou pour une autre, mais ça veut dire qu'elle peut aussi avoir, si vous consommez trop de magnésium, vous le perdez également dans les urines. Alors comment interpréter la magnésurie de manière absolue? Moi, je trouve que c'est compliqué. Maintenant, dans les études, on considère que c'est un test intéressant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on en a trop, ou est-ce que ça veut dire que c'est qu'on en perd et qu'on en a trop peu? Donc,
je crois qu'il faut faire les deux, le taux plasmatique. Mais encore une fois, je vous ai dit que ce soit le taux plasmatique ou érythrocytaire, ce n'est pas la panacée, hein. Pas d'autres questions? Ben voilà. Comme vous avez dit concernant le manque de magnésium et le vieillissement, est-ce qu'on peut faire une prévention et à partir de quel âge on peut le faire ou pas? Mais c'est une bonne question. Mais disons qu'il il n'y a pas d'études qui ont fait ça. Donc, il faudrait faire une étude. Moi, je pense qu'il faut prendre du magnésium assez tôt, parce que, comme je viens de vous le dire, la plupart des gens manquent de la quantité optimale de magnésium. Donc, il faut faire des cures de manière générale. Et ça fait partie de l'hygiène de vie, je dirais. Voilà. Mais maintenant, vous dire, c'est vrai, ce serait intéressant de dire, voilà, on va prendre 10 000 personnes en bonne santé, à côté on donne du magnésium, mais personne ne fera ça parce que ce sont des études qui coûtent beaucoup trop cher en fait. Plus de questions. En fait, je voulais demander quel était le bon magnésium qu'il fallait. Est-ce qu'il faut une prescription du médecin pour avoir le magnésium ou bien on peut aller chercher le magnésium soi-même sans avis médical? Il n'y a pas de prescription, c'est pas soumis à une prescription médicale. Oui. Mais comme je vous ai dit, le bon magnésium, ce sera un sel qui ne va pas vous donner de diarrhée, donc du glycérophosphate. Ce sera du magnésium qui sera associé à de la vitamine B6, à la taurine au minimum. Donc, si vous allez chez votre pharmacien et que vous demandez du magnésium, et je ne sais pas quelles sont ses motivations à vendre tel ou tel, Oui, c'est ça. vous risquez de vous retrouver avec du sulfate de magnésium, par exemple. Et là, vous n'allez pas vous faire du bien. Donc, pour répondre à la question, il ne faut pas de prescription, mais il ne faut pas acheter n'importe quoi. Quoi qu'on peut conseiller? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme bon magnésium? Ah ben, je viens de vous le dire, je ne vais pas donner de nom de Ah, firme. C'est un peu hors sujet, mais je voulais savoir, est-ce que vous savez s'il y a un lien entre le stress et l'absorption de l'acide folique, donc la vitamine B9? Est-ce qu'il y a un lien, justement, il y a une diminution de l'absorption? Parce que là, vous faisiez justement le lien entre magnésium et stress. Oui, oui. Je voulais savoir, est-ce que ça vaut pour d'autres minéraux, d'autres vitamines? Ben, donc la taurine, bien sûr. La vitamine B9, honnêtement, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais Merci. pas. La vitamine B9 et la vitamine B12 ont été incriminées dans l'Alzheimer, mais dans le stress, je ne sais pas. Ok, merci.